Madame, monsieur, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Éco-Débat, votre émission 100% dédiée à l'actualité économique du continent africain. En Afrique, l'industrie du tourisme croît à un taux honorable de 7,2%. Ce nombre pourrait être bien supérieur si le développement du tourisme n'avait besoin pour exister de toute une série de facteurs, en plus, bien entendu, de la construction de charmants lodges réceptifs hôteliers, de paysages magnifiques et d'une faune très riche à deux pas de chez vous. Pour être florissant, un secteur touristique a besoin d'une bonne sûreté et une bonne sécurité, de santé et d'hygiène et surtout d'infrastructures. Développer le tourisme peut aussi aider à atteindre les objectifs importants de développement pour les pays. Et justement, quel est l'impact réel du tourisme sur les économies africaines? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui M. Dibi Lolo Cléophas. Vous êtes économiste, mais surtout président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec vous sur ce plateau, nous sommes avec son Excellence M. Jean-Marie Sommet. Vous êtes le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, l'Office national du tourisme pour la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir d'être avec vous. Alors, messieurs, d'entre deux jeux, le tourisme en Afrique en général ou le tourisme en Côte d'Ivoire, comment est-ce que ce tourisme a évolué sur ces 10 dernières années? Ben, écoutez, c'est toujours un plaisir renouvelé de parler du tourisme en Afrique. On va peut-être parler spécifiquement de la Côte d'Ivoire un peu plus tard. C'est le taux de croissance le plus élevé aujourd'hui au monde, c'est le tourisme, qui évolue nettement autour de 7%. Des pays du nord de l'Afrique sont au-dessus de tout, avec des 20% par exemple de contribution dans le PIB. Je crois que ce soit le Maroc, pour ne pas les citer, que ce soit la Tunisie, beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens-là, et on se rend compte qu'effectivement c'est une activité majeure qui encadre l'activité, l'ensemble des activités de service. Et donc c'est important quand on sait que effectivement nos économies sont basées sur cette jeunesse en mal d'emploi. Donc je dis que le tourisme en Afrique en général est en pleine croissance. C'est un bon signal. Il y a des facteurs qui peuvent bloquer, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que l'Afrique a pris un peu le devant et sa contribution dans le tourisme mondial est une chose essentielle pour pouvoir impacter nos économies. Et justement, vous, M. Dibi Lolo, qui êtes vraiment impliqué aussi dans ce secteur, qui recevez tous ces touristes qui viennent, vous partagez ce même point de vue? Le tourisme a évolué en Afrique? Le tourisme est en pleine évolution. L'évolution, la contribution au niveau du tourisme mondial peut sembler un peu marginale, mais elle est en pleine croissance avec beaucoup d'atouts et beaucoup de potentiel. Et c'est une très belle opportunité. Vu que c'est un secteur très transversal, c'est une très belle opportunité pour les pays africains. Une très belle opportunité. Et quand on parle de tourisme, généralement dans l'opinion commune, c'est celui qui va dans un autre pays juste visiter. Mais le tourisme, il y a plusieurs catégories de tourisme. Quels sont les principaux types de tourisme qui existent et qui sont appliqués sous nos tropiques? Mais vous savez, l'évolution même du tourisme et du concept du tourisme. Donc il faut définir d'abord en disant qu'un touriste, c'est celui qui se déplace de son lieu d'habitation vers un autre lieu pour 24 heures, n'ayant pas une activité génératrice de revenus. C'est du simple visiteur, l'excursionniste ou le voyageur international qui vient chez vous. Quand on parle de cela, on a compris que tout Ivoirien qui se déplace dans son pays devient, pour 24 heures, devient un touriste. Il est comptabilisé comme tel, parce qu'il a une activité où il génère à la fois du service, mais il génère aussi une manne financière où il contribue à l'économie du pays. Donc quand on a compris ça, on sait qu'on est potentiellement, en tant qu'habitant d'un pays, un touriste. Et justement, on entend beaucoup parler souvent de tourisme d'affaires, tourisme culturel. Quels sont les principaux types de tourisme, ceux que vous recevez dans vos établissements généralement? C'est pour quel type d'activité? Bon, comme le DG vient de le dire, dès l'instant où vous vous déplacez pour au moins 24 heures, vous devenez touriste, que ce soit en termes en interne dans le pays ou touriste intérieur, ou bien si c'est un visiteur international, les touristes. Donc on a plusieurs formes de tourisme.
Il y a ceux qui peuvent se déplacer pour des affaires. Il y a ceux qui peuvent se déplacer parce que soit ils ont des loisirs pour aller à la plage, faire l'écotourisme, voir des aspects culturels, religieux. Donc il y a plusieurs formes de tourisme. En général, on parle de tourisme d'affaires, de tourisme de mémoire, tourisme culturel, tourisme balnéaire. Il y a tout un ensemble de produits qui sont liés aux opportunités qui existent dans un pays donné. Et quand nous prenons le cas de l'Afrique, pour parler de tourisme, il faut aller découvrir quelque chose, il faut avoir un intérêt. Et l'Afrique, quels sont les atouts que l'Afrique a en matière touristique? Qu'est-ce que l'Afrique a à vendre au monde? L'Afrique a tout à vendre au monde. Je crois que, comme disait le Lodibi, ce sont des niches. En fait, nous sommes sur des axes où il y a des niches. Tourisme d'affaires, écotourisme, tourisme agricole. La nature nous a vraiment garnis de tout le potentiel que les gens peuvent avoir. Mais il faut voir aussi comment les touristes, l'esprit des touristes a évolué durant toutes ces 10 dernières années. On ne voyage plus vraiment pour venir vivre le 4 étoiles, le 5 étoiles. On essaye d'adapter sa vision dans la connaissance de l'autre. Donc ça, c'est un tourisme culturel. C'est aller à la rencontre des autres, savoir comment est-ce qu'ils vivent. C'est aujourd'hui ce que les touristes recherchent. Je vous donne un petit exemple. Je reviens de Congo, où j'ai fait la route pour voir effectivement les progrès qui sont faits sur les infrastructures. Et puis au retour, j'ai pris l'avion. La moitié de l'avion Air Côte d'Ivoire, il n'y avait que des Hollandais dedans qui descendaient effectivement d'Escalaboiké, qui revenaient de Kourogo, ne recherchent que l'aspect culturel. C'est ça la force de notre tourisme aujourd'hui, ce que nous proposons partout en Afrique. C'est l'artisanat aussi. C'est une forme de tourisme spécial. Dimo Kenyatta disait que tous les touristes du monde peuvent venir au Kenya. Mais ils ne repartiront pas avec nos éléphants, ni nos animaux, ni les girafes. Ils repartiront avec un souvenir. Et ce souvenir-là, c'est traduit dans le travail des artisans. C'est ce qu'ils emportent vers eux, avec eux, pour effectivement valoriser une destination. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, puisqu'on est en plein dedans, nous sommes à plus de 60% à peu près du tourisme d'affaires. Mais le tourisme d'affaires, c'est vrai, c'est sur Abidjan, c'est la concrétisation de ces congrès, des séminaires que nous faisons. C'était un bon positionnement. Maintenant, il faut valoriser les 40% en disant, il y a possibilité de vivre l'agrotourisme à travers le cacao, à travers les VA, à travers la banane, à travers notre culture, qui nous sommes. Et faire découvrir ça sur le plan international, c'est bien. Mais il faut faire découvrir aux Ivoiriens, là aussi, qui se connaissent moins bien entre eux. Donc, c'est la cohésion nationale qui se passe dans la découverte de nos cultures. Vous avez aussi, on en parlait tout à l'heure, on disait, le tourisme mémoriel. On est sur le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis on se rend compte qu'il y a une histoire, il y a une mémoire. Et chaque fois que j'interviens, je dis, si vous n'avez pas d'histoire, vous ne pouvez pas vendre votre destination. Il faut créer l'histoire. Il faut sortir de cette culture de l'oralité pour positionner notre histoire sur les écrits. Je reviens de Congo, et tout encore, une mosquée du XIIe siècle, mais vous vous dites, waouh, c'est exceptionnel de voir cela. Mais il y a toute une histoire de famille à l'intérieur de ces mosquées qu'on doit connaître pour mieux appréhender l'autre en disant, effectivement, vous avez une culture généreuse. C'est un peu tout ça. Nous sommes premier producteur mondial de cacao. Qu'est-ce que nous faisons? C'est ça. Nous nourrissons le monde entier à travers nos fèves de cacao. Et c'est un impact très important pour la Côte d'Ivoire, qui doit pouvoir offrir des packages dans ce sens-là pour nous découvrir et découvrir le cacao de Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial de cacao, 40% de la production mondiale, on passe à côté de beaucoup de choses. Et justement, nous allons revenir sur ce point tout à l'heure, parce qu'il ne suffit pas d'avoir ces avantages, ces atouts. Comment est-ce que cette offre que l'Afrique a en matière de paysage et autres, comment elle arrive à transformer cette offre en véritable
produits touristiques à mettre à disposition des touristes? Très belle question. Depuis un certain nombre d'années, nos pays africains, et pour ce qui nous concerne au niveau de la zone économique de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine de l'UEMOA, les 8 pays, les autorités ont pris la pleine mesure de ce potentiel. Donc, dès 2010, il y a une politique commune de développement du tourisme pour qu'il y ait plus de synergie entre les 8 pays qui ont des spécificités. Donc, il y a une politique commune de développement du tourisme qui a été arrêtée par nos différents États. Et les politiques nationales sont indexées à cette politique régionale pour justement ressortir tous les produits touristiques avec un peu plus de synergie, voir comment les exploiter au mieux au profit de l'État, des populations et bien entendu des clients que sont les touristes. Et de plus en plus, chaque pays prend des dispositions en fonction des directives données par l'UEMOA, prend des dispositions pour la mise en œuvre de cette politique de développement régional. Et justement, je reste avec vous. Tout à l'heure, nous avons précisé que vous êtes le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. En quoi consiste l'industrie hôtelière? C'est que des réceptifs hôteliers? Qu'est-ce que c'est exactement l'industrie hôtelière? C'est toute une industrie. Quand on vous parle par exemple de l'industrie cacaoyère, ça veut dire qu'on part de A depuis la conception des pépinières jusqu'au chocolat. Donc dans le secteur touristique, c'est la même chose. Quand vous prenez un touriste, tous les besoins du touriste, tout le processus, tout le chemin, tout le circuit qu'il va suivre, de quoi il aura besoin. Donc tous les acteurs qui interviennent dans le processus, dans la chaîne des valeurs, ce sont ces acteurs qui identifient, c'est tout cela qui constitue l'industrie hôtelière. Donc quand un touriste, par exemple un Européen veut venir en Côte d'Ivoire, il va lui falloir par exemple prendre un billet d'avion, d'abord même avoir un visa du pays de la Côte d'Ivoire, chercher à prendre un billet d'avion. Donc il va avoir affaire sûrement à une agence de voyage, après à une compagnie aérienne. À l'arrivée, il aura besoin d'une navette ou bien d'un taxi, donc en termes de transport. Ensuite, il ira dans un hôtel. Lorsqu'il est dans un hôtel, il va lui falloir qu'il mange. Donc après, s'il a besoin d'un peu de loisirs, que ce soit des espaces de loisirs, des nightclubs, tous les éléments qui peuvent agrémenter. Donc c'est tout cela qui constitue l'industrie hôtelière. Et en fonction des opérateurs économiques qui sont dans cette chaîne de valeur, en fonction de leur regroupement, on parle de fêtières. Donc la fêtière que je dirige comprend ceux qui sont dans les établissements d'hébergement, les établissements de tourisme. Il y a plusieurs formes, dont il y a les établissements d'hébergement, tous ceux qui font l'hébergement. Il y a les établissements de tourisme qui font la restauration, les espaces événementiels et de loisirs, les bars, cabanes et nightclubs. Donc, c'est ce que nous, on regroupe. Il y a une autre fêtière qui regroupe les agences de voyage, les loueurs de véhicules. Et c'est tout cet ensemble-là, tous les dispositifs qui constituent l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. Alors l'industrie hôtelière, vous êtes un partenaire clé normalement de l'Office du tourisme. Alors Monsieur le Directeur Général, comment est-ce que vous arrivez à mettre en synergie vos politiques? Est-ce que vous développez un programme de promotion des packages que vous venez leur présenter, que eux ils doivent soumettre aux clients, ou bien c'est avec tous ces acteurs-là que vous formulez une politique de promotion efficace? Bon, je souris un peu par rapport au mot industrie, parce que la filière du tourisme est une industrie. À elle toute seule, elle est une industrie. Une industrie en adéquation avec tout le système lui-même, tous les opérateurs. Je crois que si vous n'avez pas l'écoute et mettre en place également cette synergie entre les professionnels et vous ne pouvez pas effectivement tirer au maximum l'industrie touristique vers le haut. Je donne seulement quelques chiffres où en 2013, lorsque nous sommes arrivés à la tête de l'office, on était à 0,6% de contribution dans le PIB. Ça représentait à peu près 400 000 touristes en Côte d'Ivoire. Et puis petit à petit, il a fallu mettre un plan, je dirais même quinquennal, sur le développement de l'office. Comprendre à quoi sert l'office. L'office a avancé, mais il fallait
concrétiser la mission de l'Office. Donc pour nous, c'était toute la stratégie à mettre en place pour que d'abord les Ivoiriens comprennent que Côte d'Ivoire Tourisme est un opérateur de l'État qui valorise tous les aspects touristiques. Donc nous, c'était d'aller d'abord présenter la Côte d'Ivoire parce que pendant 10 ans, une image complètement détruite sur l'international, il a fallu d'abord crédibiliser cette image. Ensuite, il a fallu nous se restructurer. Se restructurer, c'est donner la force à ce tissu que nous avons eu entre les mains, valoriser, restructurer Côte d'Ivoire Tourisme. Ça veut dire qu'on avait une vision sur 10 ans pour dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Quels sont les opérateurs aujourd'hui qui sont à même d'écouter et de vouloir valoriser. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est dit on n'est pas comme les autres pays. Donc nous avons des niches. Et ces niches-là, il faut travailler dessus. Il faut travailler pour permettre aux gens de connaître la Côte d'Ivoire d'une part, de savoir qu'il y a une forme de quiétude en Côte d'Ivoire, que la paix est retrouvée. Les gens ne viennent pas chez vous dès l'instant où vous êtes en crise. Donc nettoyer cette image des années 2000 jusqu'en 2013. Ça a été du lobbying, ça a été notre présence sur les salons. Nous sommes allés sur les salons, les 4 salons majeurs en Europe, pour expliquer que nous sommes de retour et qu'il fait bon vivre chez nous. Mais vous savez, la parole de crédibilisation dans une industrie, c'est chacun qui apporte. Si vous allez sur un salon et que par derrière on vous dit que chez vous, c'est pas tranquille, effectivement, vous avez des mesures de sécurité, un indice défavorable, alors que, effectivement, les autres sont concurrentiels et concurrents. Ils diront que vous n'avez pas l'indice suffisant pour accueillir les touristes. Mais l'indice sécuritaire de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à 1,1. Ça veut dire que nous avons l'indice de la Suisse en matière de sécurité. Mais je dis cela, c'est pas de la fierté, c'est simplement signaler ce qui se passe. Aujourd'hui, la Suisse, c'est un pays tranquille. La France, disons, c'est un pays tranquille. N'eût été effectivement tous ces attentats que nous avons aujourd'hui, qui doivent être résolus dans un cocon global. Aucun pays au monde n'est à l'abri. Et c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Mais avec l'industrie hôtelière, aujourd'hui, nous sommes en phase pour faire évoluer. Les packages que nous mettons en place, c'est pour de l'information. Nous informons qu'il faut aller sur telle ou telle niche. Alors, permettez-moi de vous dire que moi, je suis heureux depuis 3 jours de savoir que pendant 20 ans, la Côte d'Ivoire n'a jamais été inscrite sur une plateforme de voyagistes. Et depuis 3 jours, le plus grand opérateur, TUI, avec Nouvelles Frontières, vient de nous inscrire. On nous appelle depuis Bordeaux pour voir les affiches qu'il y a dans les agences de voyage. Mais c'est sur quoi? C'est sur cette niche du cacao qu'ils ont intitulé la route du cacao en Côte d'Ivoire 7 jours, avec une vraie valeur ajoutée, avec un peu plus de 1600 € pour venir en Côte d'Ivoire, bien compris. Mais l'originalité de la Côte d'Ivoire, c'est que dans ce circuit, ce qui est merveilleux, c'est que c'est la nature, la découverte, le travail des fèves de cacao. Donc on a valorisé nos paysans. C'est l'habitation chez l'habitant, donc au cœur des plantations. Donc c'est qui valorise un peu plus aujourd'hui nos paysans. Aujourd'hui, c'est vrai, vous venez à Abidjan et le programme qu'ils ont institué sur 7 jours nous permet de dire que nous mettons en exergue effectivement la Côte d'Ivoire dans son travail, le premier producteur mondial de cacao, donc du cacao au chocolat, puisque effectivement dans les plantations, ils sont en mesure de le faire. 3 ans de travail pour que nous soyons inscrits. Mais c'est une telle victoire, et j'en suis fier, quoi, pour dire qu'on a essayé. Et justement, cette victoire-là, j'aimerais la partager un peu, si je le peux, avec vous, M. Dibilolo. Après tout ce travail qui vient d'être abattu, est-ce que vous vous sentez prêt, apte à accueillir tous ceux qui vont s'inscrire dans ce cadre-là? Je veux parler de tous ceux qui constituent l'industrie hôtelière. Oui, absolument. Pour aller un peu en termes de complément, c'est toute une stratégie de développement national. Vous voyez, en Côte d'Ivoire,
Lorsqu'on veut développer le pays, quand le pays a une vision, on fait un plan national de développement. Donc il y a plusieurs secteurs d'activité. Donc il y a le secteur agricole, il y a le secteur du transport, il y a plusieurs secteurs. Donc au niveau du tourisme, au lendemain de la crise post-électorale que nous avons malheureusement connue, les autorités ont pris la pleine conscience en liaison avec les différents acteurs à créer les conditions de base pour attirer les touristes en général. Et il fallait certes faire la promotion, comme Côte d'Ivoire de tourisme le fait, mais en même temps en interne, il faut créer les conditions. Donc pour que des touristes arrivent, il faut bien qu'il y ait des aéroports fonctionnels, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait la sécurité, il faut qu'il y ait les problèmes énergétiques soient résolus, ainsi de suite. Si vous êtes dans un pays où tout le temps il n'y a pas d'énergie, c'est sûr que ça peut impacter négativement. Donc c'est tout un cheminement. Et j'aimerais vraiment revenir là-dessus, préciser cela qu'après avoir décidé d'une politique régionale commune, en 2012, les différents acteurs, le ministère et les différents acteurs, les parties prenantes, on a mis en place un code de tourisme, pour vraiment, un peu comme la constitution du secteur, un code du tourisme. Après ce code de tourisme, qui a été validé en 2014, vers fin 2014, on a eu ce qu'on a appelé la rencontre sectorielle du tourisme. Tous les acteurs, les ministères concernés, le secteur privé, le secteur public, pour mettre à plat tous les problèmes et tous les atouts, faire une analyse de nos secteurs. Des fortes résolutions ont été prises et en 2017-2018, il y a eu véritablement la conception au niveau du gouvernement et du ministère en charge du tourisme d'un plan stratégique de développement qu'on appelle Sublime Côte d'Ivoire, qui est un plan pour l'horizon 2025, ce qu'on doit faire. Et tout dernièrement, en 2018, comme nous étions partie prenante, nous avions, à force d'arguments, démontré aux autorités qu'il fallait vraiment mettre le tourisme comme une des priorités, vu le travail qui avait été abattu, qui commençait à porter des fruits. Donc en Côte d'Ivoire, le secteur du tourisme fait partie des 4 secteurs prioritaires pour les années à venir. Donc parlant de cela, étant un secteur prioritaire, il y a des dispositions d'un point de vue global qui se prennent afin que nous puissions accueillir le flot de tourisme que va démarcher l'Office du tourisme au niveau de l'extérieur et même au niveau de l'intérieur. Et justement, actuellement, on peut estimer à combien le nombre d'emplois créés au niveau du tourisme? Est-ce qu'on a quelques chiffres? Oui, dans la position actuelle, aujourd'hui, nous sommes, selon les derniers chiffres du ministère en charge de tourisme, nous sommes à environ 360 000 emplois dans ce secteur. Les emplois directs et bien entendu, il y a aussi des emplois indirects. 360 000, mais je ne sais pas si vous l'avez abordé tout à l'heure, si on peut revenir, quel est l'impact? 360 000 emplois, le tourisme, à quel niveau le tourisme influence le produit intérieur brut ivoirien? Quelle est la place du tourisme? Vous savez, c'est cette activité à dose homéopathique, je dirais, qui fait qu'on ne voit pas tout de suite l'impact. Mais l'impact, tout à l'heure, disait Lolo, c'est quand même la société des services. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est tous ces jeunes qui sont devenus, qui sont recrutés, qui sont des guides touristiques. Un guide touristique, c'est 30 000 francs par jour. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs qui sont en train de se retirer pour devenir des guides touristiques. En histoire, des professeurs en histoire et en langue, effectivement. Ils en font peut-être un hobby, mais je crois que les jeunes ont compris aussi qu'il fallait se lancer dedans. Les restaurateurs. Il y a du travail pour aujourd'hui tous les jeunes qui souhaitent, et les restaurants sont à la recherche de compétences. Il y a tous les loueurs de voitures, effectivement, qui sont à l'intérieur. Je pense que cet impact que nous avons eu de 0,6% à 4,6, 2,4, 4,6, et aujourd'hui nous côtoyons les 7% de contribution dans le PIB. Ça donne une nette image de ce que nous voulons aujourd'hui
en tant que contributeur et valorisateur de la destination Côte d'Ivoire. On ne peut pas aujourd'hui ignorer le tourisme alors que nous avons les moyens, nous avons les destinations pour cela. Que vous partez du parc de la Comoué dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, il faut aujourd'hui pouvoir rentabiliser cela. Le retour des éléphants est une chose essentielle pour nous parce que effectivement l'écotourisme qui va se mettre dedans, vous n'allez pas mettre une chaîne hôtelière dans un parc, c'est l'écotourisme. Ou accessible financièrement par des industriels ivoiriens qui sont en mesure d'investir autour de 250 millions, 300 millions pour créer ces écolodges. Moi, je suis un farouche défenseur de la nature et de l'écotourisme en Côte d'Ivoire. Il en existe également quelques-uns, ne croyez pas, il y en a à Boaké, pour ne pas les citer, pour ne pas faire la publicité, mais où effectivement c'est à la bourse des Ivoiriens. Quand on parle de l'industrie touristique et l'industrie hôtelière également, les gens ne voient que des grandes enseignes. Et je crois que on vient en Côte d'Ivoire parce qu'on a une idée sur la cible qu'on souhaite visiter en Côte d'Ivoire. Mais ça nous donne l'occasion de dire que si nous avons 5 à 6 niches en Côte d'Ivoire, et même la niche sur la pêche sportive est importante, tout est plein aujourd'hui en Côte d'Ivoire en matière de pêche sportive. Mais ce sont les gens un peu plus riches qui le font. Et c'est normal. Aujourd'hui, on oublie que ce qui peut rapporter, c'est cette société de services. L'ensemble des services dans le tourisme qui apportent un peu plus dans, effectivement, l'activité et dans l'emploi. Et dans l'emploi au niveau de l'économie aussi du Bien pays. sûr. On vient de voir ensemble déjà dans cette première partie un peu les différentes opportunités que nous offre le tourisme. Et dans un court instant, juste après la publicité, nous allons revenir pour voir un peu quels sont les véritables freins et quels sont les leviers que nous devons apporter pour le développement du tourisme. C'est dans quelques instants, juste après la publicité. C'est bon. Bienvenue si vous nous rejoignez. Sachez que nous sommes avec Monsieur Dibi Lolo Cléophas. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. Et avec vous, Monsieur, Son Excellence, Monsieur Jean-Marie Sommet. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous parlons du développement ou de l'impact du tourisme sur les économies nationales sur le continent africain. Dans la première partie, nous avons vu un peu les différents types de tourisme, les différents secteurs et comment ce tourisme a évolué. Maintenant, nous verrons ensemble quels sont les obstacles ou les leviers pour permettre à ce tourisme de véritablement décoller et d'impacter les économies nationales. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de nous instruire sur une bonne nouvelle dont vous êtes le porte-parole. La Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui intégrée au système ou bien au protocole TUI. Comment cela s'est joué? Ben, vous savez, d'abord, c'est une question de visibilité et de compactage de l'offre. Pendant 3 ans, on a travaillé, c'est ce que je disais avec Nouvelles Frontières, pour essayer de mettre en place ce circuit qui me tenait à cœur. C'est la chose la plus naturelle. C'est un produit d'appel très fort, le cacao, qui nourrit pratiquement la planète entière. C'est le chocolat. Et puis, on ne pouvait pas rester en marche. Donc, la restructuration de Côte d'Ivoire Tourisme, pendant 3 ans, nous a donné l'opportunité d'avoir des hommes de qualité également pour pouvoir travailler dessus. Et moi, je suis heureux de dire aujourd'hui que TUI, qui est le premier voyagiste aujourd'hui, effectivement, après la chute d'un certain nombre d'opérateurs, je ne souhaite pas enfoncer le clou, nous propose aujourd'hui et propose à ses clients, c'est ça qui est important, proposer à ses clients en Europe le circuit cacao. Je l'avais identifié comme les pistes du cacao. Mais TUI a une politique, ce sont les routes. Que ce soit la route de la soie et autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous rentrez dans une agence en France, en Allemagne, en Espagne. C'est très, très stratégique. Vous demandez la destination Côte d'Ivoire, on vous propose le package sur le cacao pour visiter la Côte d'Ivoire en 7 jours. Moyennant un billet d'avion compris, moyennant un chiffre résolument correct.
Et d'ailleurs, pour cela, ils étaient à 1400 euros. Aujourd'hui, ils sont à 1600. Il y a le plein. Donc, ils sont obligés d'augmenter. Effectivement, il y a la demande est forte pour découvrir la Côte d'Ivoire. 20 ans d'absence sur le carnet d'adresse des voyagistes. Vous vous rendez compte? La Côte d'Ivoire aujourd'hui est inscrite et vendue en Europe. Parce que nous avons mené des actions dynamiques par rapport à nos présences sur les salons. Les salons majeurs, j'en citerai que 4, sur lesquels nous sommes allés durant toutes ces années. La France, avec Top Reza, ITB Berlin, Fitur en Espagne, et puis la Chine, que nous sommes en train de conquérir tout doucement. Vous voyez, même les Marocains sont allés en Chine aujourd'hui, parce que effectivement, c'est aussi une destination sur laquelle on peut effectivement faire connaître la Côte d'Ivoire. Mais je suis heureux parce que c'est tout de suite aux sorties d'un éductour, c'est-à-dire en voyage de familiarisation avec les Brésiliens, les tours opérateurs brésiliens et journalistes, d'ailleurs, qui sont en train de concocter ce même schéma, parce qu'ils n'ont plus de cacao, donc il faut qu'ils découvrent le cacao, mais ils ont aussi à découvrir le mémoriel, notre tourisme mémoriel, parce qu'ils ont découvert effectivement la basilique de Yamoussoukro. Ça a été un moment exceptionnel. Ce que je veux dire, c'est que dès l'instant où un voyagiste comme TUI interpelle la Côte d'Ivoire, met en place son produit, tous les opérateurs de Côte d'Ivoire, les agences, aujourd'hui, sont capables de vendre, de s'incruster dans le schéma de la route du cacao, de faire d'autres propositions à TUI en disant, bon, votre séjour, nous sommes capables de vous faire découvrir également l'Évia, l'ananas. Et ce sont des compactages de produits qui amènent la diversité de notre destination. Et justement, si je vous prends au mot, là, la Côte d'Ivoire est pratiquement l'un des seuls pays en Afrique de l'Ouest ou même en Afrique subsaharienne à être sur cette plateforme. Et on sait aussi, une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on a appris aussi que vous avez une certification. Mais vous savez, le problème de la certification, quand je suis arrivé à Côte d'Ivoire Tourisme, je me suis dit que si nous devons voyager, nous devons interpeller l'international, même le national, c'était de se conformer à la qualité. Nous avons mis en place toute une stratégie, effectivement, pour entrer dans cette formulation qualité, même le management. Donc nous avons reçu cette certification il y a 2 ans, ISO 9001 version 2015. Tout le monde a fait waouh, ceux qui comprenaient ce que c'était. Mais quand vous allez sur l'international, quand vous parlez avec des opérateurs, ils savent que vous êtes certifié, on vous prend au sérieux. Et c'est ce qui s'est passé durant ces 3 dernières années où nous avons sillonné effectivement des conférences. Nous sommes membres affiliés de l'OMT. C'est ce que les gens oublient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une force, une capacité d'aller parler de notre pays et de faire des projets sur les niches que nous avons. TUI l'a saisi. Peut-être que d'autres viendront saisir l'occasion. Mais nous ne sommes pas là pour vendre cela. Parce qu'on ne prend pas l'argent public pour aller concurrencer le privé. Vous savez, nous ne sommes pas une agence où on va aller vendre des billets d'avion, vendre des séjours. Ce n'est pas notre rôle. Parce que nous avons une force. Cette force, c'est les moyens financiers. C'est de permettre aux opérateurs en leur disant, voici les tendances aujourd'hui dans le monde. Faites en sorte que le produit que nous venons de vendre permette effectivement que vous ayez du business. Et c'est ça notre force. En disant, oui, mais il y a des retombées. Quand les avions sont pleins, c'est parce que nous avons fait de la publicité et nous avons fait de la promotion aussi sur notre compagnie. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire, c'est la première compagnie en Afrique aujourd'hui. Et je crois qu'ils ont compris l'intérêt d'avoir signé un partenariat avec Côte d'Ivoire Tourisme, que ce soit le CPC également, d'avoir signé un partenariat avec Côte d'Ivoire Tourisme. Nous faisons en sorte que, compte tenu de la transversalité, personne ne soit oublié. Et pour nous, c'est important aujourd'hui qu'on dise, effectivement, M. Lolo Dibi en est témoin puisqu'il est membre du conseil de gestion de Côte d'Ivoire Tourisme. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous mettons en place pour que notre destination soit, 1, visible, 2, vendable? Visible et vendable, mais aussi on sait que le tourisme quand même se heurte à certains obstacles, à certains freins qui ne sont pas des moindres au niveau de l'industrie hôtelière et du tourisme en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest de manière générale. Quels sont les principaux freins au développement du tourisme?
Effectivement, lorsqu'un secteur est en plein boom et en plein développement, c'est vrai qu'on y voit les forces, mais on y voit aussi les faiblesses. À côté des opportunités, on peut même voir les menaces aussi. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des freins et des insuffisances. Et dans un dispositif d'amélioration continue, il faut essayer de résoudre ces insuffisances-là et de limiter un peu les menaces. Donc, d'abord, en termes de coût de billets d'avion, les compagnies aériennes et l'État ivoirien doivent beaucoup travailler parce que notre destination semble encore un peu trop chère par rapport à d'autres destinations en termes de coûts. Et puis, il faut des infrastructures de base. Vous pouvez venir, on peut démarcher, avoir des kits pour visiter tout le processus du cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial à 40%. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses à voir, mais il faut qu'il y ait des voies de communication qui permettent aux touristes de suivre les différents circuits. Donc, il y a ces infrastructures de base liées aux routes. Lorsque on avance, on peut aussi se rendre compte que le flux de touristes peut amener à faire des aménagements selon les formes de tourisme. Donc, il faut sécuriser le foncier, les espaces identifiés que les touristes peuvent visiter. Et un élément très important pour tous les touristes, il y a aussi le volet sécuritaire. Le volet sécuritaire, quelle que soit la zone géographique du territoire national, il faut pouvoir assurer la sécurité de ces touristes-là. Et de plus en plus, on identifie également tout ce qui a trait au médical. On n'est pas à l'abri d'un malaise, donc il faut qu'il y ait si un touriste a un malaise, il faut qu'il y ait une structure sanitaire de niveau international qui puisse l'accueillir avec promptitude dans un rayon vraiment très limité. Et à côté de cette évolution, un autre élément clé, c'est les ressources humaines. Quand un secteur est en plein boom, il peut se poser des problèmes de ressources humaines qualifiées, parce que la certification, effectivement, c'est la garantie que vous donnez au client que quelle que soit la situation, vous allez lui offrir le produit avec les bonnes pratiques internationales, avec la qualité qu'il faut, que ce soit avec les ressources humaines, que ce soit avec les ressources matérielles. Donc, il y a aussi ce problème de ressources humaines qui se pose actuellement à nous. Et dans toutes les entreprises, on vous parlera aussi du financement, parce qu'il faut financer tous ces besoins suscités par le développement du tourisme. Donc c'est tout cet ensemble-là que les parties prenantes essaient au quotidien d'analyser, de se concerter pour résoudre. Mais à vous entendre, quand on regarde tout ce vaste chantier, il y a la partie qui est prise par les opérateurs privés, mais il y a aussi l'État qui doit jouer un grand rôle. Vous parliez tout à l'heure de routes, de communication, ça c'est le rôle de l'État. Est-ce que dans ce sens-là, vous pensez qu'il y a des améliorations, il y a quelque chose qui est fait pour booster le développement du tourisme? Oui, absolument. Il y a ce qu'on appelle globalement l'environnement des affaires. Parce que pour que le secteur privé accepte d'investir de plus en plus, il faut que l'environnement des affaires soit assaini dans tous les pays. Ils sont dans une démarche avec le Doing Business, des indicateurs qu'il faut maîtriser pour rassurer tous les investisseurs qui veulent venir mettre leur argent dans cette chaîne de valeur. Donc à ce niveau, nous pensons que certains éléments ne vont pas assez vite. Donc régulièrement, nous interpellons les pouvoirs publics afin que les pouvoirs publics puissent jouer leur partition. Donc tout récemment, le ministère du Tourisme a mis en place, a installé un conseil national de tourisme pour qu'à chaque fois, il y ait une saisine des points de blocage afin que nous puissions en débattre et proposer des solutions, que ces solutions soient mises en œuvre et opérationnalisées. Donc maintenant, aujourd'hui, le développement du tourisme en Côte d'Ivoire est beaucoup plus tiré par le tourisme des affaires, qui représente, selon les derniers chiffres du ministère, 68%. Le tourisme d'affaires représente 68%. Mais c'est plus focalisé dans les districts d'Abidjan,
qui est à peu près le quart de la population ivoirienne et qui a beaucoup, une concentration des activités économiques. Donc, l'intérieur du pays est encore très peu sous-exploité. Et pour que les touristes qui viennent pour les affaires aient envie d'aller découvrir des sites, il faut que ces sites soient accessibles. Donc, il y a un fort chantier, il y a une forte demande. Nous interpellons donc l'État ivoirien et les structures décentralisées, que sont les mairies, les conseils régionaux, afin de créer les conditions de base pour que les opérateurs, s'ils mettent des établissements de tourisme, que ces établissements de tourisme puissent être rentables parce qu'elles pourront être fréquentées. Parce qu'elles pourront être fréquentées. Et là, je me tourne vers vous, Monsieur le Directeur général. Vous allez sans doute ajouter quelque chose, parce que je vous voyais réagir. Mais en plus de cela, vous êtes à l'origine où vous avez donné un certain élan au Salon international du tourisme d'Abidjan, qui réunit justement tous ces acteurs-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir du dernier salon qui s'est tenu ici à Abidjan, le Salon international du tourisme? Vous savez, je dis toujours que le tourisme, c'est le bon sens. Le bon sens et la vision que nous avons, c'est de présenter tout le potentiel sur un salon de 3-4 jours. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième salon en Afrique après l'Afrique du Sud. On est complètement décomplexé parce qu'on a professionnalisé ce salon avec des thèmes. On l'a empli avec des thèmes pour pouvoir faire avancer les choses. Chacun y présente un peu son potentiel. Je parle des régions. Salon du tourisme d'Abidjan, un peu plus de 70 000 visiteurs. Nous sommes des gens satisfaits. Nous aurions voulu atteindre les 100% de nos prédictions sur 100 000 visiteurs au salon. Mais on se rend compte que l'engouement est tel que les régions elles-mêmes participent avec plus de 200 stands à l'intérieur, que des professionnels également viennent se faire connaître. Un salon, c'est différent d'une foire ou d'un festival. Un salon, c'est pouvoir discuter, échanger et approfondir un peu plus tard ce que nous avons en business. Beaucoup de choses se sont passées. Les Ivoiriens, effectivement, ne se rendent pas compte, mais que ce salon a pris de l'ampleur dans le monde. Aujourd'hui, les gens se bousculent. 18 pays présents lors du dernier salon. C'est énorme. Et pour nous, valoriser notre destination, c'est de permettre aux uns aussi, même aux Africains, nous parlons de l'UMOA, de la CEDEAO, de venir à ce salon présenter le potentiel qu'ils ont. Donc nous sommes quelque part assez généreux. Et je dis, on est concurrentiel sur nos destinations. Mais nous donnons la possibilité aux uns aux autres, en Afrique, de venir se présenter leur destination. Mais nous savons très bien ce que nous souhaitons développer. Parce que quand vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas vous engager résolument vers des destinations à l'intérieur du pays. Vous avez parlé tout à l'heure des freins du tourisme. C'est vrai. Mais beaucoup d'Ivoiriens ne vont pas à l'intérieur du pays pour se rendre compte que tout le pays est en chantier. Je disais tout à l'heure, j'ai fait 600 km de route, voire 700 km pour aller dans le pays Congo, pour se rendre compte que tout est en chantier aujourd'hui. Les démarrages des travaux pour, effectivement, l'autoroute qui va mener à San Pedro, donc tout le monde en parle, mais ça va démarrer bientôt. L'État investit dans ce sens-là. Mais la Côte d'Ivoire est en chantier, partout. C'est la force de dire que nous nous sommes donné 10 ans pour permettre effectivement au pays de retrouver une forme de quiétude où l'on peut voyager à l'intérieur du pays. Mais le premier consommateur du tourisme, c'est l'Ivoirien. Comme au Maroc, le premier consommateur du produit touristique, ce sont les Marocains. Si nous-mêmes nous apprécions les produits qui sont mis en place, nous pouvons facilement aller sur les choses. Mais en vérité, il y a du boulot, il y a du travail. Et l'État est en train de mettre en place effectivement cette structuration pour permettre aux gens, les uns aux autres, de pouvoir travailler tranquillement. On a parlé de sécurité, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sécure. Mais on touche tous du bois parce que nous sommes tous dans cette programmation où les amis des uns sont les amis des autres, les ennemis des uns. Si vous ne frappez pas, si les djihadistes ne frappent pas en Côte d'Ivoire, ils vont frapper au Mali, ils vont frapper au Burkina. Mais ils sont en train d'éternuer et nous, nous nous enrhumons. Donc ce n'est pas une joie pour nous.
Donc c'est de consolider effectivement les acquis sur la sécurité. Et c'est pour ça que les chefs d'État se sont réunis récemment au Niger, je crois, pour en discuter. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être dévoilées pour sécuriser. Les plans qui ont été mis en place, on espère qu'ils apporteront vraiment des solutions pour la quiétude, non seulement des Ivoiriens, mais pour tous ceux qui nous visitent. Mais sachez que vraiment, je veux le dire, l'État a beaucoup fait en 8 ans, beaucoup fait, pour améliorer les conditions de travail pour les opérateurs du tourisme. Pour les opérateurs des touristes et les touristes eux-mêmes, mais si nous devons nous mettre dans une, comment est-ce que je pourrais le dire, dans des perspectives, comment est-ce qu'on voit le développement du tourisme dans les 10 prochaines années, au vu de tout de tout le travail qui est déjà abattu, qu'est-ce qu'on attend du tourisme dans les 10, 15, 20 prochaines années? À ce niveau, c'est l'État qui détermine sa politique. Donc effectivement, l'État ivoirien, à travers le ministère du Tourisme, a une vision. C'est cette vision avec ce plan stratégique qu'on appelle Sublime Côte d'Ivoire. Donc il y a au niveau de l'État, il y a quasiment 9 très grands chantiers en cours pour créer tout ce qui peut intéresser un touriste, valoriser les produits touristiques identifiés. Donc il y a ces 9 grands chantiers qui sont en cours. Et à côté de ces chantiers, lorsque nous avons parlé des freins, il y a aussi 9 grandes réformes phares qui sont en cours. Donc, tout cela, c'est pour pouvoir arriver, ne serait-ce qu'à l'horizon 2025, à une contribution du tourisme. Tout à l'heure, on a parlé de l'impact économique du tourisme. Les derniers chiffres donnés par le ministère pour l'année 2018, c'est 6,25% du produit intérieur brut, alors qu'on était à moins d'1% en 2011. Aujourd'hui, on est à 6,25%. En comparaison, le cacao en général est entre 10 à 12%, et ce n'est pas forcément la même valeur ajoutée en termes d'emploi, ainsi de suite. Donc il y a toute une dynamique. Et ces 6,25% représentaient l'équivalent en nos francs CFA de 1114 milliards selon le ministère, 1114 milliards de francs CFA. Et à l'horizon 2025, on souhaite que cette contribution soit de 1500 milliards de francs CFA. On va voir la contribution que ça aura au niveau du PIB. Mais sachez déjà que dans la politique régionale, l'UEMOA avait estimé que à partir de 2020, la contribution régionale au niveau du PIB de l'UEMOA du tourisme soit de 7% au moins. Or, la Côte d'Ivoire représente bon an, mal an, entre 35 à 40% de l'UEMOA. Pour que nous ayons une moyenne de 7%, il va falloir que nous allions chercher sûrement une contribution de l'ordre au-delà de 8% au moins. Donc, et ça, nous avons les atouts. Nous avons les opportunités parce que, comme l'a dit le DG, le tourisme à l'intérieur est fortement encore inexploité. Par rapport, c'est tiré par le tourisme d'affaires et grâce au CITA, effectivement, nous avons avec lui ensemble fait cette bataille-là. Les collectivités territoriales, c'est-à-dire les districts, les régions et les communes, commencent à s'approprier. Et dans les tests qui les régissent, ils sont tenus d'avoir une de leurs... en général, dans les tests, il faut au moins 7 commissions. Et une des commissions doit avoir en charge le tourisme. L'Ivoirien commence de plus en plus, grâce à la promotion, à comprendre le produit touristique, ce que c'est que le tourisme. Et c'est toute une frénésie. Maintenant, il faut les encadrer pour qu'ils puissent valoriser les produits qu'ils ont. Les régions ont des circuits, mais pour le moment, ils ne savent pas comment valoriser. Et c'est cette synergie-là qui va nous permettre d'identifier leurs produits, les circuits touristiques. Il y en a qui ont été déjà identifiés par l'État et les ministères, comme par exemple la route de l'esclave, le produit de l'UNESCO pour le tourisme de mémoire. Et si ces circuits sont bien valorisés, nous avons encore des lendemains qui vont bien chanter pour nous au niveau du tourisme. Des lendemains qui vont bien chanter. Monsieur le directeur général, c'est avec vous que nous allons sans doute conclure cette émission.
quelles sont vos perspectives? Quels sont vos rêves d'abord pour le tourisme et vos perspectives? Wow. Vous imaginez combien de touristes en Côte d'Ivoire à l'horizon 2025? Vous savez, moi j'ai pour attitude de ne penser que qualité. Ça me donne l'occasion de dire que notre tourisme doit être dans la durabilité, dans la protection de l'environnement, dans tout cet écosystème qui permet de dire que le tourisme de masse, certains l'ont expérimenté et ils ont eu des déconvenues. Je parle des niches, je pense que nous aurons d'ici là impacté même la formation des gens pour qu'ils puissent venir chez nous découvrir. Lolo Dibi disait tout à l'heure que le programme que nous avons, qui s'appelle le PADVTC, le programme d'appui aux territoires et collectivités de Côte d'Ivoire, a été mis en place dans le sud Komoué. Et aujourd'hui, ça rapporte. Mais si vous n'avez pas d'indicateur pour expliquer aux gens, à tous les opérateurs, que faire de la promotion de sa destination, c'est valoriser l'ensemble d'un circuit. Et nous mettons à disposition, effectivement, aux opérateurs les moyens techniques et logistiques pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, Sud Komoué est référencé avec un certain nombre d'îles, aujourd'hui, où des mangroves existent et sont en péril dans d'autres pays. Donc, il faut pouvoir protéger. Je parle de durabilité. Je ne suis pas pour des chiffres explosifs en Côte d'Ivoire sur le tourisme. Je suis dans ma philosophie de savoir qu'un touriste peut m'apporter à lui seul un peu plus de 1 000 euros. 1 000 euros pour un touriste, vous calculez exactement ce que vous souhaitez avoir. Si nous sommes à 3 millions de touristes en 2025, ce serait bien, mais dans la qualité du tourisme, parce qu'il laissera une manne financière importante. Je crois à l'écotourisme. Je crois à ces 8 parcs et réserves de Côte d'Ivoire où il y a un retour des éléphants. Je crois à cet aspect formel de ce que nous avons trouvé dans la forêt de Taï avec les chimpanzés les plus intelligents au monde. Je crois à cette vertu où la chasse, pour moi, est une chose à bannir dans notre pays pour permettre effectivement, je dirais avec une note d'humour, si on peut arrêter de manger la viande de brousse, ça serait bien. Pas trop, mais il faut préserver. Et nous sommes dans cet esprit pour dire que protégeons-nous. La Côte d'Ivoire a besoin de toutes ces ressources pour valoriser. Besoin de toutes ces ressources pour valoriser. Et vous l'avez dit, nous partageons aussi vos croyances et vos espoirs en un lendemain meilleur pour le tourisme sur le continent africain. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission Éco-Débat. Agréable suite de programmes sur nos antennes.